On a eu une nouvelle semaine de baisse en bourse, les marchés semblent de plus en plus douter quant à l'incertitude concernant une potentielle baisse de taux de la Fed en décembre. Est-ce que du coup on va voir cette baisse de taux ou non? Sachant qu'on a eu quand même un revirement majeur avec des probabilités d'une baisse de taux d'intérêt qui avoisinait il y a un mois seulement les 95%. Quant à aujourd'hui, donc seulement un mois après, on est plutôt sur un 50-50 parfait, hein, quasiment. 53% pensent que les taux vont diminuer seulement, j'ai envie de dire, contrairement à une forte certitude le mois dernier. On a également donc les responsables de la Fed eux-mêmes qui sont divisés quant à la meilleure politique à adopter. Donc là aussi, certains qui veulent faire diminuer les taux et puis d'autres qui préféraient plutôt les maintenir inchangés, voire réaugmenter. Et on a également des perturbations au niveau des chiffres, notamment à cause du shutdown, donc tout ce qui était fermeture des services publics, et qui du coup a empêché l'analyse de données gouvernementales sur notamment le marché du travail et de l'inflation, et donc des décisions qui peuvent être beaucoup moins rationnelles au niveau de la Fed, et donc ça crée de l'incertitude sur les marchés. À ça, on a également eu du coup un espèce d'effet de acheter la rumeur, vendre la news concernant le shutdown. Donc ça fait plus de 43 jours que le shutdown avait commencé. Donc les gens achetaient la rumeur de fin du shutdown. Et puis désormais, maintenant qu'on sait que ça y est, le shutdown est fini et que Donald Trump a pu signer les décrets qu'il fallait, désormais on vend la news. Ça y est, on sait que le shutdown c'est fini, donc on vend, on vend, on vend. À première vue, que ce soit au niveau de la Fed ou le shutdown, ça paraît pas avoir quelconque intérêt ou impact en tout cas sur la bourse et les fondamentaux de ces entreprises, des entreprises qui sont cotées en bourse. Mais pour ce qui est du marché, le sentiment, lui en tout cas, est quand même vachement diminué. Voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré actuellement que on ait d'aussi fortes baisses pour seulement un écart de 0,25% de taux d'intérêt seulement. Voilà. Mais bon, ça veut quand même dire que le taux de l'emploi est potentiellement pas si bon que ça veut potentiellement dire que l'inflation fait peur, donc on a une peur toujours de stagflation au niveau de la Fed. Comme on peut le voir, je vous ai dit, les marchés du coup en prennent un coup, ils ont actuellement une peur extrême d'après le Fear and Greed Index. Et donc, pour moi, c'est vrai que j'estime que les valorisations sont très élevées et donc c'est pour ça que les entreprises ont du mal à s'en sortir. Mais ça ouvre également des opportunités sur des boîtes qui subissent cette perte également alors que les valorisations ne sont pas tant élevées. Je pense notamment à quelques entreprises de mon portefeuille, notamment Qualys par exemple, qui était monté à plus de 150 dollars lors de mon achat il y a quelques semaines après ses résultats et qui au final là est déjà aux alentours des 135-140 dollars, donc quasiment moins 10% de perdu. Au final, on se dit quand même que ça peut ouvrir des opportunités et donc il faut continuer activement ces recherches pour acheter des entreprises de façon pragmatique, de manière rationnelle, histoire qu'on ait vraiment une stratégie qui soit fixée et qu'on ne vende pas dans la peur de tout perdre. Alors que actuellement, on pourrait trouver de très belles opportunités, car comme je vous l'ai dit, l'impact des fondamentaux est minime. On a également la BCE qui avertit d'un risque de choc sans précédent pour les banques d'ici les 2 prochaines années. Donc encore une fois un risque très important, quelque chose qui ne rassure pas les marchés, qui recrée encore plus d'incertitudes. Qu'est-ce qui pourrait d'ici 2 ans être un risque de choc sans précédent? Voilà, malheureusement la BCE ne le stipule pas, elle prévient juste, c'est juste un avertissement. Donc voilà, est-ce que c'est quelque chose qui est réfléchi ou non? Peut-être, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas forcément plus d'informations, donc ça crée de la peur, ça crée de l'incertitude, et du coup, ça fait que le marché corrige. Donc, nous, aujourd'hui, on va regarder, qu'est-ce que font les super investisseurs, les professionnels en termes de gérants de fonds, qui, réagissent dans ce genre de marché. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce qu'ils vont renforcer? Est-ce qu'ils vont vendre leurs actions? On a notamment Warren Buffett qui a acheté du Google, mais on va voir ça tout de suite. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, notamment sur des analyses de portefeuille de super investisseurs, mais également des partages de mon portefeuille. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous plaît, et nous, on commence directement avec les super investisseurs. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur Dataroma et les mises à jour ont été faites concernant les fonds des investisseurs. On commence directement donc avec François Rochon de chez Giverny Capital. Donc lui, de son côté, il détient 52 actions en portefeuille, c'est énorme. Par contre, on peut voir que certaines ont des montants beaucoup plus faibles que d'autres. Là, on est seulement à 0,01% du portefeuille, par exemple pour Costco, alors qu'à côté de ça, on a Berkshire Hathaway qui représente 8,7% du portefeuille. Mais en tout cas, il gère 3 milliards de dollars en gestion.
Donc on peut quand même s'y intéresser, c'est un investisseur évidemment de long terme comme tous ceux qu'on va voir aujourd'hui. On commence déjà, il a réduit pas mal au niveau de Meta Platform, également Alphabet, donc plutôt des actions de la tech. On a également eu une baisse sur Alphabet. Qu'est-ce qu'on a eu également? Un achat sur Kinsale Capital de 6%, c'est pas un achat qui est extrêmement important. Par contre, pour 2,18% de son portefeuille, on a un achat complet de ResMed. Alors ça c'est intéressant parce que là c'est un nouvel achat, ce qui signifie que cette entreprise ne figurait pas dans son portefeuille avant le Q3 2025 et donc on va essayer de s'y intéresser rapidement. Alors si on regarde déjà ResMed au niveau des fondamentaux, qu'est-ce que ça donne? On a un free cash flow alors qui est quand même pas très beau ces dernières années, jusqu'en 2022, on va dire ça comme ça. Et depuis 2022, on a une belle augmentation, ça a l'air quand même relativement intéressant. Et on va dire que depuis 2023, il y a vraiment une explosion du free cash flow par rapport à d'habitude. Si on regarde au niveau du chiffre d'affaires, on a par contre une très belle croissance du chiffre d'affaires qui est limite de ce que j'ai l'impression de voir un petit peu en accélération ces dernières années. Donc ça c'est très intéressant. Est-ce que l'entreprise fait des rachats d'actions? Alors pas vraiment, sauf depuis 2024. J'ai quand même l'impression que, à première vue, depuis 2024, il y a un changement dans la direction qui fait que l'entreprise décide de faire plus de retour à l'actionnaire. On va regarder ça au niveau des marges également. Alors là, c'est pareil, ça se retranscrit beaucoup ici. Regardez, on a une marge brute qui est quand même relativement élevée, au-dessus de 60%, qui, eh bien, à long terme, semblait quand même plutôt en diminution. On a quasiment touché les 55% de marge brute, donc quasiment 10% de marge brute en moins que, eh bien, le plus haut. Et depuis 2023-2024, encore une fois, donc tout comme le free cash flow, tout comme le chiffre d'affaires, tout comme les rachats d'actions, on a une explosion des marges, que ce soit brut, opérationnel et net. Donc là, très intéressant, ça vaudrait le coup du coup de creuser qu'est-ce qui se passe depuis 2024, qu'est-ce qui fait que l'action eh bien, arrive à s'en sortir un petit peu mieux qu'auparavant. Parce que c'est vrai que si on prend que ces 2 dernières années-là, on est quand même sur eh bien, des marges qui sont magnifiques, une croissance du chiffre d'affaires qui est quand même relativement belle, pareil pour le free cash flow qui a explosé, les rachats d'actions qui sont faits, donc ça c'est pareil, c'est très intéressant. Si on regarde au niveau des stock-based compensation, donc tout ce qui est rémunération en actions aux employés, là c'est pareil. Alors on a quand même une belle augmentation des stock-based compensation, donc c'est pas forcément positif pour nous. Mais par contre, si on regarde, ça vaut 90 millions sur un chiffre d'affaires total de 5 milliards. Donc c'est quasiment rien comparé au chiffre d'affaires. C'est quand même pas grand chose. À côté de ça, on a par exemple du R&D, de la R&D plutôt, qui est quasiment 4 fois plus élevé que du coup ces stock-based compensation. Donc je préfère évidemment une entreprise qui fait de la R&D, qui investit pour eh bien, innover, plutôt qu'une entreprise qui donne tout à ses salariés, parce que nous du coup ça nous dilue, on perd des parts dans cette entreprise-là, et donc on a des moins bonnes performances. Donc pour ce qui est des fondamentaux, ResMed c'est à creuser, ça a l'air quand même relativement intéressant. On va quand même regarder au niveau de la qualité de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a eu une forte baisse en 2023. Donc ça, c'était notamment quand le free cash flow était extrêmement bas. On l'a vu au niveau du free cash flow qui doit être donc juste ici. Le free cash flow, comme on a vu, qui était en 2022 extrêmement faible, 216 millions seulement, contre 1,661 milliard maintenant. Et comme on peut le voir, effectivement, l'entreprise a bien été récompensée depuis avec une belle croissance de 80% en l'espace de 2 ans et quelques mois. En plus de ça, ResMed, du coup, c'est une entreprise d'équipement médical, donc une entreprise qui n'est pas dans la tech, mais dans la santé. C'est quand même relativement rare d'avoir de si bons chiffres sur ce genre d'entreprise. Elle fournit principalement des dispositifs médicaux connectables au cloud pour le traitement de l'apnée du sommeil, de la bronchopneumopathie chronique obstructive et autres affections respiratoires. Donc un domaine d'activité qui reste complexe, c'est normal, c'est de la santé, mais de ce que je comprends, s'ils fournissent des dispositifs médicaux connectables, à mon avis, il doit y avoir une sorte de revenu récurrent, de récurrence en tout cas, dans les revenus, ce qui ferait que, eh bien, effectivement, le chiffre d'affaires serait si linéaire. Ça expliquerait cette récurrence. À chaque fois qu'il y a un nouveau patient, le chiffre d'affaires augmente de manière très linéaire, il y a très peu de cyclicité. Voilà. Donc il faudrait quand même comprendre ce qui a changé depuis 2024, mais en tout cas, ça a l'air d'être une boîte relativement belle. On va essayer de regarder à combien se vend l'action actuellement, à combien de fois c'est son cash, pardon, donc le free cash flow. Le free cash flow qui est à 1,757 milliard, donc comme vous voyez, grosse explosion depuis 2023. Et au niveau des métriques, on a un price to free cash flow de 20,46.
ce qui paraît être un très bas niveau, si on regarde hein, les dernières années. Alors si on enlève cette grosse montagne, on est quand même relativement bas. Le plus bas était à 19,96, donc on est approximativement au 20,46. Et si on regarde un petit peu plus loin dans le passé, on va enlever également 2020. Là, on est quand même relativement, depuis 2017, on est quasiment tout le temps au-dessus de 25. Donc 20, ça paraît être une très belle opportunité, surtout que le plus bas qu'on a eu depuis 2015, quand même, hein, c'était du coup donc 15 en 2012, mais surtout 18 en 2016. Donc ça paraît être quand même un price to free cash flow qui est relativement faible, hein, on le voit bien ici, on voit qu'il est quand même assez faible par rapport eh bien, au passé. Donc ResMed a creusé, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vais essayer d'en faire une petite analyse et puis on essaie de voir ça dans les prochaines vidéos, voir si j'ajoute ça à mon portefeuille parce que ça paraît être un prix quand même relativement raisonnable. On continue avec François Rochon, du coup, qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Alors, il a réduit pas mal sa position sur Arista Network, même si c'est que 2%, eh bien ça reste quand même 15% de réduction. Et après ça, on a une très forte augmentation de TWFG, une action que je connais pas du tout. Par contre, 0,28% de son portefeuille, donc là ça m'intéresse moins. J'ai l'impression que François Rochon est plutôt dans la je diminue la tech. Et comme vous pouvez le voir, du coup, j'investis toujours dans des boîtes de qualité, cette fois-ci dans la santé. Je crois qu'il a également du MedPace, tout comme moi, si je ne me trompe pas. Ah oui, en effet, il a bien du MedPace en portefeuille et du coup c'est quand même une belle position, hein. C'est la 3, 6, 7, c'est la huitième de son portefeuille, donc c'est une belle conviction dans cette entreprise-là et potentiellement que ResMed c'est un premier achat mais qu'il va pouvoir la renforcer au fur et à mesure du temps. Peut-être que si elle continue à chuter, parce que là on est quand même quasiment sur les plus hauts de l'entreprise, si on redescend peut-être aux alentours des 200$, peut-être qu'il continuerait donc de renforcer, on verra ça donc par la suite. Étant donné quand même que c'était le trimestre précédent, normalement, il a du coup plutôt fait un achat aux alentours des allez, 240 à peu près 270, à peu près dans cette zone-ci, hein. Voilà, si on regarde sur l'année, il est à peu près sur cette zone-ci d'achat au niveau de son trimestre. Donc il aurait acheté l'action à peu près dans cette valeur-là. Ça paraît relativement correct, hein. Là, actuellement, on est à, par exemple, 25 fois le PER. Si on est à 252$, on est à peu près à 26 ou 27 fois le PER. Donc, ça paraît quand même quelque chose de raisonnable. Surtout quand on voit qu'à côté, le price to free cash flow est même pas au-dessus des 20, des 21, pardon. Donc voilà, ça paraît relativement très correct. On continue avec Valley Forge Capital Management qui est du coup géré par Dev Kantessaria. Cette fois-ci, on est sur un portefeuille complètement différent avec une très petite position, un 9 seulement dans 9 entreprises différentes et pour un total quand même de 4 milliards 156 millions. Donc mettre 4 milliards dans 9 actions, c'est vraiment que Dev Kantessaria a eh bien, une profonde conviction dans ces boîtes-là. Surtout qu'on voit du coup des montants astronomiques, hein, 0,81 pour deux de ces boîtes, 0,89, donc pour Equifax et MSCI. Et à l'inverse, 27,66, 20,55, 20,32 pour Fair Isaac Corp, S&P Global et Mastercard. Bon, déjà, juste au nom des entreprises, si on est un investisseur qualité, c'est vrai qu'on reconnaît tout de suite ces boîtes-là, FICO, S&P Global, Mastercard, Moody's un petit peu moins intéressant que S&P Global, mais après on a Visa, Intuit, ASML, c'est vraiment des entreprises magnifiques. Je pense que sur ces 9 entreprises-là, il y a au moins 6 entreprises que je serais prêt à acheter si eh bien, c'était à mon prix cible, parce que c'est des entreprises de qualité premium et donc qui donnent vraiment envie. Au niveau des achats, comme vous pouvez le voir, donc là c'est le Q4 2024, donc il n'a rien acheté depuis eh bien, le début de l'année 2025. Par contre, il a fait quelques petites ventes depuis 2025, notamment FICO, qu'il a ralenti un petit peu, hein, en réduction de 2%. Auparavant, on était sur une réduction de 3, de 8%, de 0,3, de 2,53. Donc des réductions qui, j'imagine, dépendaient pas mal de la valorisation de l'entreprise. FICO, ça reste une boîte qui se vaut très cher, hein, si on regarde ça. Actuellement, FICO, on est sur une boîte, actuellement elle vaut 65 fois le PER, elle doit valoir à peu près 40 ou 50 fois le price to free cash flow, et comme vous pouvez le voir, hein, on a atteint 2375, là on est quand même sur du moins 27%, et on avait atteint les moins 45%. Donc j'imagine que durant toute cette période, au-dessus des, on va dire, 1700$, donc pour tout ce qui est année 2024-2025, je pense que Dev Kantessaria avait vachement diminué FICO dans son portefeuille, parce que c'est vrai que c'était une boîte qui se vendait assez cher. Pour ce qui est d'Intuit aussi, il diminue légèrement ses parts avec là aussi eh bien, le même point de vue, j'ai l'impression, c'est-à-dire une entreprise qui avait fortement augmenté ces dernières années, comme on peut le voir ici,
Et du coup, il n'avait pas hésité à vendre sur ces niveaux qui étaient relativement hauts. À noter qu'il vend moins ici qu'auparavant, par exemple, aux alentours de juin 2025. Voilà. Donc, au final, un investisseur qui n'achète rien, qui vend très légèrement pour se générer un petit peu de cash. Donc voilà, plutôt une stratégie de réduction des actions dans lesquelles il a une forte participation et qui représente évidemment beaucoup de risques au vu de la valorisation. Mais à part ça, on est quand même sur quelqu'un qui a très peu de positions, très peu de transactions également. On passe désormais à Bill Ackman. Donc Bill Ackman, pareil, hein, un investisseur qui s'occupe du Pershing Square Capital Management. Il a 11 actions seulement, donc plutôt comme Dave Cantesseria, plutôt que François Rochon. Par contre, il a 14,643 milliards de dollars en gestion. Donc ça, c'est absolument énorme. Avec deux très grosses positions, hein, dans Brookfield et Uber, qu'il a légèrement diminué, sûrement pour une simple prise de cash, hein. Si on regarde par exemple Uber, ça m'étonnerait qu'actuellement on soit non plus sur des niveaux phénoménaux. On est sur un PER de 11,67 seulement. Ça paraît quand même relativement correct. Peut-être qu'au niveau du free cash flow, du price pardon, sur free cash flow, on est peut-être un peu plus élevé effectivement. On est aux alentours des 23. Mais pour une boîte tech comme Uber qui pourrait avoir des marges relativement élevées, on va regarder ça, mais je pense que elle pourrait avoir Uber des marges quand même assez intéressantes, aux alentours des 15-20% peut-être. On va regarder ça au niveau des marges. Voilà, on augmente quand même plutôt pas mal, hein, pour ce qui est de la marge nette et on est effectivement aux alentours des 20-30% même de marge nette. Un peu plus faible par contre au niveau des marges opérationnelles, ça va vraiment falloir que ça s'améliore. Mais sinon, voilà, ça reste une entreprise de relativement qualité correcte. Donc 23 fois le prix cash flow, ça en fait pas pour moi une opportunité dingue ou extraordinaire, mais ça en fait un prix qui est relativement ok. Donc je peux comprendre que quelqu'un ait du Uber dans son portefeuille s'il croit en l'entreprise. Brookfield, je connais pas du tout, hein, vraiment, je vais pas m'attarder là-dessus, j'avoue, et c'est pareil, une réduction de 34%. C'est un domaine qui est un peu plus compliqué au niveau de Brookfield. Et après, sinon, c'est que de la vente avec notamment une baisse de 10% de la participation sur Alphabet. Donc là aussi, une prise de bénéfice. Alphabet qui, ces dernières années, n'a fait que exploser à la hausse, hein. Si on regarde voilà, Alphabet depuis 2025 en avril, c'est plus 95%, donc quasiment x2 en l'espace de 6 mois. Voilà, c'est juste exceptionnel. Une boîte qui a vraiment explosé à la hausse, donc je peux comprendre que aux alentours des 280 dollars, il ait décidé de vendre un petit peu de sa participation. Ça me paraît totalement logique et normal. Normal pour moi, mais pas normal pour Warren Buffett, qui lui, vous l'avez forcément entendu parler, a revendu une position sur Apple. Comme toujours, voilà, ça fait très longtemps qu'il revend du Apple. Si on va au niveau de ses ventes, on l'a vu qu'il avait acheté, donc, enfin vendu pardon, au Q2. Il l'avait vendu, alors il n'a pas vendu au Q1 2025. Tac, tac, tac. Alors ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas vendu Apple, il l'avait vendu au Q3 2024. Voilà, donc ça fait quand même un certain temps qu'il diminue petit à petit sa participation sur Apple. Mais par contre, ça représente toujours 23% de son portefeuille, donc c'est absolument énorme. À côté de ça, il a diminué un petit peu Bank of America, ça se comprend également, c'est une entreprise un petit peu stagnante ces dernières années. Il a ajouté sur Chubb, c'est une entreprise d'assurance que je ne vais pas analyser ici parce que je ne suis pas forcément fan de ce genre de business. Et comme je vous le disais, 1,62% de son portefeuille est désormais dans Google, ce qui représente à peu près une participation de 4 milliards 900 millions ou 500 millions, quelque chose comme ça, de ce que j'avais vu sur les réseaux. Donc voilà, un achat fait sur Alphabet. Alphabet qui est évidemment une boîte extraordinaire, hein, qu'on soit bien d'accord, avec du coup un free cash flow qui va augmenter de manière très linéaire quand même, hein. Voilà, une très belle augmentation du free cash flow. On a pareil une croissance du revenu qui est très belle. On a des rachats d'actions et également un dividende depuis peu, mais des rachats d'actions qui sont faits depuis 2017, voilà, qui sont quand même relativement intéressants. Des marges relativement belle, en augmentation à peu près depuis 2018-2019. Là aussi, hein, on verra qu'il y a eu une sorte de amélioration du business depuis 2018, peut-être un revirement stratégique qui fait qu'on avait plutôt une baisse des marges, que ce soit brut, net, opérationnel, et également une augmentation du nombre d'actions en circulation. Et depuis 2018-2019, on a une baisse du nombre d'actions en circulation. Par contre, on a une augmentation des marges. Et là, effectivement, voilà, si on regarde les dernières marges, on a 60% de marge brute, 32% de marge opérationnelle, 32% également de marge nette. C'est magnifique, c'est une très belle action. Par contre, et c'est là que ça va être plus compliqué, ça va être au niveau de la valorisation. Aujourd'hui, Apple, c'est une belle boîte, certes, mais c'est pas non plus une boîte extraordinaire. Et pour moi, elle ne mérite pas 47,38 de free cash flow.
Si on va sur mon screener d'action, on va voir donc au niveau des fondamentaux. Donc par exemple, comme je vous le disais, croissance du chiffre d'affaires qui est très belle, même si elle est un petit peu en ralentissement, mais ça reste très très sympa. La croissance du free cash flow pareil, free cash flow par action c'est excellent, les marges on l'a dit c'est parfait, sauf au niveau des marges de free cash flow, qui là sont pas si exceptionnelles que ça. Donc ça par exemple c'est quelque chose qui va me faire diminuer le price to free cash flow auquel je suis prêt à acheter Google. On a également un ROC to free cash flow, donc un retour sur investissement du cash qui est plus faible que 15%, donc ça c'est pas exceptionnel, même si, comme vous pouvez le voir, on a une amélioration constante du ROC to free cash flow, et à l'année 2024, on était à 15% de ROC to free cash flow, donc un critère qui est validé, mais dans le passé, on voit que c'était pas ça non plus. Donc attention, c'est une très belle boîte, mais il y a quand même des capex élevés, il y a de la marge de free cash flow qui est quand même assez faible comparé au reste des marges. On a pareil le REC to free cash flow qui est pas si élevé que ça. Donc Google, je suis prêt à lui mettre un bon prix, je suis prêt à acheter cette action parce que c'est une boîte de très belle qualité, mais attention, c'est pas non plus la boîte du siècle. Donc ça va évidemment se refléter au niveau de sa valorisation. Donc si on le fait en direct, on va essayer de regarder ça au niveau du nombre d'actions déjà de Alphabet. Actuellement, on est à 12 milliards 077. Donc 12 milliards 077, super. Au niveau du cash et de la dette, en cash, on a une quasi-augmentation constante du cash, sauf depuis 2021, où là on a plutôt une baisse du cash, on est à 98 496 milliards. Donc ça nous donne quand même un cash énorme, hein, quasiment 100 milliards de cash, c'est absolument monstrueux, même s'il y a évidemment d'autres entreprises qui ont ce cash-là. Mais voilà, c'est énorme. On a une dette qui est bien inférieure au cash, évidemment, mais par contre qui est en belle augmentation hein, quand même depuis 2021, pareil, à peu près depuis 2021. Et là, du coup, on est à 21,607, donc 21,607 milliards. Voilà, et on entre également donc le free cash flow de Google, on a dit. Alors le free cash flow en TTM, il est à 73 522. Donc c'est quand même un free cash flow monstrueux. On voit qu'on n'a pas du tout de dette parce que, alors attendez, j'ai mis un zéro en trop. Hop, voilà, 21 milliards 607. On voit qu'on n'a pas du tout de dette parce que l'entreprise a un free cash flow plus élevé que sa dette. Hein. Sa dette pourrait être remboursée en l'espace de peut-être 3 mois de free cash flow. Et du coup, on va essayer de faire une hypothèse de price to free cash flow et de croissance du free cash flow pour que dans 10 ans, on puisse savoir à quel prix on peut acheter l'action aujourd'hui pour que dans 10 ans, ça nous donne 13% de performance par an. Alors comme je vous l'ai dit, déjà, c'est pas une action parfaite. Donc moi, de base, une action parfaite, je lui mets maximum 30, sauf que c'est pas parfait, donc on va lui dire 25. 25, sachant qu'actuellement, on l'a vu, on était aux alentours des 47,38. D'accord ? Même le price earning ratio, il est à 29. Donc c'est pas non plus une action qui se vend si peu cher que ça. Donc là, on est à 25 fois le free cash flow. Allez, on va être très gentil, on va lui mettre 28 peut-être, mais voilà. Au niveau de la croissance du free cash flow, pour que du coup, on ait un prix d'achat de 288 dollars qui nous donne 13% de croissance par an, il faudrait une croissance du free cash flow, alors plus de 16% par an, c'est énorme. Il faudrait une croissance du free cash flow de peut-être 20, alors 19 peut-être. Ouais, c'est ça, 19,5. Voilà. Il faudrait une croissance du free cash flow de 19,5%, sachant que sur les dernières années, on a fait seulement sur 10 ans 19,7. Et on est plutôt aux alentours des 18,6 avec un ralentissement, avec notamment 4,7% de croissance du free cash flow, des capex en augmentation, notamment pour des serveurs, le cloud, etc. Donc, pour moi, une croissance de free cash flow qui va être très, 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 très dure à réaliser. Moi, si vraiment je voulais être beaucoup plus sécure sur Google, je mettrais peut-être du 25 fois le free cash flow pour du 14% de croissance du free cash flow par an. Et là, ça nous donnerait un prix d'achat aux alentours de 185 dollars, ce qui paraît tout de suite beaucoup plus raisonnable. Hein. On voit que les 185 dollars, on y était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, à l'espace de 4-5 mois. Mais depuis, l'action a repris plus de 50%. Donc voilà. Est-ce qu'on est sur une bulle sur Google ? Peut-être pas, mais je trouve ça quand même un petit peu exagéré. Il faudrait vraiment que l'entreprise arrive à booster un maximum son free cash flow pour qu'on puisse réellement justifier une croissance de plus de quasiment x2 en l'espace de 6-7 mois. Quoi. C'est absolument fou. Donc voilà, beaucoup de questionnements par rapport au choix de Warren Buffett. J'avoue que ça m'étonne un petit peu qu'il fasse cet achat-là. Après, ça reste quand même 1,6% de son argent total déjà investi, sachant qu'il a à côté de ça encore 300 milliards. Hein. Si on regarde là actuellement, il a 267 milliards investis, il a également plus de 300 milliards en cash. Donc si on compare le 5 milliards d'investissement sur à peu près 600 milliards
total de cash plus d'investi, ça fait quand même une toute petite part de son fonds, hein. Ça fait quelque chose comme 0,5%, quelque chose comme ça. Donc c'est extrêmement faible. Et donc même si 4,9 milliards pour nous, ça paraît être une position incroyable, bah pour lui c'est très peu au final. Donc certes, il a effectivement une conviction dans cette boîte-là, hein, j'imagine. En tout cas, ça m'étonnerait qu'il fasse ça sans conviction. Par contre, ça me paraît quand même un petit peu compliqué qu'on ait du coup une vraie marge de sécurité avec ces chiffres-là, donc, c'est-à-dire on avait dit 28 fois le free cash flow pour une croissance du free cash flow de plus de 20% ou 19,5 je crois. Donc voilà, c'est absolument énorme. Pour le reste des actions, on a un petit peu de réduction sur quelques entreprises de moins bonne qualité. Ça se comprend, ça récupère un petit peu de cash. Voilà, il y a quand même une belle diminution de la part sur VeriSign, mais VeriSign, c'est une entreprise, il l'a dit plusieurs fois dans des conférences, il n'est plus fan de cette entreprise. Voilà. On passe au prochain super investisseur, Chris Hohn, qui garde donc le TCI Fund Management, avec là aussi du coup 9 actions seulement. Par contre, une position de 52 milliards de dollars. Donc là, par contre, on a vraiment un portefeuille ultra concentré avec énormément d'argent. Donc là aussi, j'imagine et j'espère évidemment pour cet individu qu'il a des convictions très fortes sur ces entreprises-là. Si on regarde au niveau des buys, comme on peut le voir, il y en a quand même assez souvent, hein. Au niveau des ventes également, on a quand même pas mal de ventes, mais c'est des positions assez légères. Vous voyez que c'est des petites réductions à chaque fois. On a parfois des plus grosses réductions, par exemple sur Google ici, mais voilà, à chaque fois c'est quand même assez faible. Si on regarde sur ces dernières transactions, on a une très forte augmentation de Visa dans son portefeuille, hein, plus 47% dans sa position. Donc ça, c'est vraiment très 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 élevé. On va regarder tout de suite au niveau de Visa quel est du coup son price to free cash flow. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors si on regarde actuellement, le price to free cash flow de Visa, il est à 29,36. Si on regarde sur 15 ans, alors peut-être pas, on a une gros pic sur 10 ans. Sur 10 ans, on voit qu'on a quand même eu des bien plus belles opportunités, hein. Ne serait-ce qu'en 2022, on était à 24. En 2019, 24 également, 25. Voilà, bon, pour moi, 30 fois le free cash flow, ça reste quand même relativement, on va dire, la médiane, c'est-à-dire que c'est quand même assez bas au final, mais c'est pas non plus l'opportunité du siècle. J'aimerais peut-être plutôt avoir du Visa aux alentours des 27, 26 peut-être fois le free cash flow. 30, ça me paraît quand même un petit peu beaucoup. Faudrait voir après, est-ce que l'action Visa, qu'est-ce qu'elle nous fait ces derniers temps? Sur les 5 dernières années, elle fait quand même un petit peu de baisse. Donc ça veut dire que là, par rapport aux achats de Chris Hohn, il aurait acheté l'action à peu près dans cette période-ci. Voilà, entre à peu près juillet et novembre. Donc sur un prix aux alentours des 330, 300, 350 dollars à peu près. Ça donne une belle indication sur la qualité de l'entreprise quand même. C'est intéressant de se dire que cet investisseur-là a acheté récemment quand même. Par contre, ça reste pas un achat primaire, hein, ça reste juste un renforcement. Donc peut-être qu'il s'est dit, allez, ça va réexploser sur des plus hauts niveaux, donc j'en profite, j'ai du cash. Par contre, ça n'a pas été le cas, comme on peut le voir effectivement, hein, 320 dollars Visa. On est sur une baisse quand même de quasiment 14% depuis 2025, en juin. Donc c'est quand même Visa une entreprise qui a un petit peu de difficulté ces derniers temps. On est sur un beau canal baissier, mais ça reste une boîte extrêmement qualitative, notamment au niveau de ses marges, hein. Si on regarde évidemment les marges de Visa, on a des marges qui sont juste complètement folles, hein. Clairement, hop, on a 100% de marge brute. Il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. On a une stagnation, mais très très belle marge opérationnelle, hein, à peu près 65%, et une marge nette, pareil, à peu près en constante évolution, qui ne s'améliore pas réellement, mais par contre, voilà, 55, 53, 50% de marge nette, c'est absolument énorme. Voilà, pareil, une boîte, hein, qui du coup a un chiffre d'affaires qui augmente de manière relativement très linéaire, même si on a une croissance qui est un petit peu faible. Si on regarde sur mon screener, tout comme Google, Visa est évidemment dans ma watchlist. Elle respecte quasiment tous mes critères de qualité, sauf la croissance du free cash flow qui est relativement faible. Moi, je cherche une croissance de free cash flow plus élevée que 12% par an. Là, on est à 10,9 et 9,2, donc en plus en ralentissement, donc c'est pas ok pour moi. Par contre, au niveau de la croissance du free cash flow par action, et c'est pour ça que je suis prêt à acheter du Visa, ce qui est plus intéressant donc que le free cash flow, plus important pour refléter la performance long terme d'une entreprise, et bien là on est à 13,4 et 12% quasiment, donc plus de 12% par an. Là par contre c'est un critère qui est totalement validé. À côté de ça, on avait vu les marges, la croissance du chiffre d'affaires relativement
élevé tout de même pour un business de cette taille-là, même si c'est pas non plus évidemment du Nvidia ou quoi que ce soit, hein. Et après, côté de ça, on a une entreprise qui fait beaucoup de rachats d'actions, qui est une entreprise qui a une très belle gestion, qui fait 15,3% par an sur 10 ans, donc qui bat largement le S&P 500, une marge de free cash flow de plus de 50%, même si elle est légèrement en diminution, hein, on peut le voir quand même à moyen terme. Mais en tout cas, ça reste une boîte de qualité qui mérite d'être valorisée. Et donc là, du coup, je l'ai fait de moi-même, hein. Comme vous pouvez le voir actuellement, alors si on l'achète par exemple, donc moi je vous l'avais dit potentiellement aux alentours des 27. Si on l'achète à 27, il nous faudrait l'équivalent de, allez, voilà, 12,5% de croissance du free cash flow. Alors non, c'est bien 13%. Voilà. Et donc du coup, 13%, comme vous pouvez le voir sur les 10 dernières années, on ne les a pas fait. Donc si on veut être relativement prudent, on se dit que sur 10 ans elle a fait 11, qu'elle a fait 9 sur 5 ans, on va se dire qu'elle va nous faire aller 8% de croissance du free cash flow. Et comme je vous ai dit, on est à maximum pour moi 30 fois le free cash flow. On achèterait du coup du Visa aux alentours des 260, 270 pour être relativement correct si jamais on se dit que, allez, elle nous fait 8,5%, voilà. Aux alentours des 260, 265 dollars, ça pourrait être une action qui m'intéresse pas mal. Mais là actuellement, c'est pas le cas, hein. On est toujours à 320 dollars, donc on est encore très élevé. Au niveau des 280, 260, etc., on y était il n'y a pas si longtemps non plus, hein, c'était seulement l'année dernière. Depuis, on a pris plus de 15% et quasiment plus de 30% depuis les plus hauts. Donc voilà, une entreprise qui se porte quand même très bien, même si ces derniers mois, on est sur une période un peu plus compliquée pour l'entreprise, ça reste relativement très beau. On termine avec Chris Hone, avec notamment sa vente plutôt sur Alphabet, également moins 41%. Donc la très grosse diminution dans son portefeuille. Donc là aussi, encore un vendeur. Donc c'est très étonnant que Warren Buffett achète Google alors que quasiment tous les investisseurs long terme qu'on a vus vendent l'action. C'est assez surprenant pour moi, je ne comprends pas vraiment, comme je vous l'ai dit. On terminera avec Terry Smith qui gère le Found Smith, qui donc ces derniers mois a fait donc encore une fois pas mal de réductions, une très grosse réduction sur Microsoft qui représentait une très grosse part de son portefeuille. On a également un léger achat sur WatersCorp, c'est pas forcément quelque chose de très intéressant. Beaucoup de diminutions sur Meta également, donc là aussi des entreprises de la tech qui sont massivement vendues, hein, quand même. Faut voir que ça a l'air d'être quand même quelque chose qui tient à cœur les investisseurs long terme de vendre ces genres de boîtes là actuellement. À part Warren Buffett, on n'a pas vu beaucoup d'achats là-dessus. Par contre, je note l'achat de 25% de Zoetis, ce qui est quand même relativement intéressant pour une part qui vaut 2,67% d'un portefeuille à 20 milliards de dollars. C'est quand même relativement intéressant. Zoetis, c'est l'entreprise dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc je vous invite à aller voir la vidéo, à aller la liker si vous l'appréciez. En tout cas, je vous ai parlé de mon avis sur Zoetis, à quel prix je serais prêt à acheter l'action. Si je vous fais un rapide topo, actuellement c'est une boîte qui est un peu plus défensive, donc qui n'a pas une croissance comme Nvidia, mais par contre qui, ces derniers mois, ces dernières années même, depuis 2021, est en baisse, et donc on se retrouve à des prix relativement intéressants, quasiment au plus bas, hein, depuis quasiment la crise du Covid, hein. Clairement, on était aux alentours des 120 dollars après le Covid et avant, mais le Covid nous a amené à 100 dollars, on est remonté à peu près aux alentours des 120, donc on est quand même sur un prix qui est relativement intéressant. Je vous laisse donc aller voir ma dernière vidéo pour juger de vous-même si c'est un achat que vous devez faire ou non. En conclusion, pour ce qui est des transactions des super investisseurs, on arrive dans une période, comme on a pu le voir, d'incertitude, dans laquelle les investisseurs doutent énormément. On a des achats d'un côté, des ventes sur des actions similaires de l'autre, et au final j'ai l'impression que c'est quand même pas ultra sain pour éviter des crises. Donc pour moi, attention, il peut y avoir des corrections et je pense qu'on est en plein dedans et qu'on pourrait continuer de baisser. Le marché pourrait me donner tort, évidemment, mais en tout cas voilà, moi de mon côté, ça ne m'intéresse pas, je reste rationnel et discipliné sur mes achats, tout en respectant évidemment le concept de marge de sécurité, donc faire attention à ne pas acheter des business à pile ce qu'elle vaut, se laisser une petite marge de sécurité afin de me garantir de belles opportunités lorsque le prix des actions touche mes prix cibles avec cette petite marge de sécurité justement. Ça me permet de garder confiance en mes achats et en mes positions, du coup dans des boîtes de qualité que je connais, que j'ai acheté à un prix qui me semble très intéressant, et ça nous permet à nous, investisseurs, de faire de plus belles performances que le S&P 500 à long terme. Voilà, ça passe toujours par le même chemin, c'est-à-dire les fondamentaux des entreprises de qualité extraordinaire achetées à une valorisation avec une petite marge de sécurité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié la vidéo, à la liker également. C'était Antoine, ciao.